Bonsoir. L'année 2025 a été inédite pour Monaco, dans tous les domaines, à tous les niveaux, tant sur le plan national qu'international. L'année écoulée a été marquée par plusieurs événements majeurs qui ont suscité émotion, fierté, doute, mais également espoir pour la principauté. En un an, nous avons connu pas moins de 4 ministres d'État différents, avec une disparition brutale, un abandon avec pertes et fracas, un intérim courageux et une reprise de flambeau. Le 20e anniversaire de l'avènement du souverain s'est déroulé dans un contexte de turbulence politique et médiatique qui a poussé certaines voix à s'élever. Monseigneur Albert, you know that I'm always by your side, along with the Monégasques. La délicate question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, a provoqué des désaccords profonds et nécessité une décision difficile au sommet de l'État. Malgré des inquiétudes initiales, notamment à cause de la liste grise du GAFI, l'économie monégasque est en plein boom en 2025 avec l'aboutissement d'un chantier titanesque et une consommation record. De nouveaux jeunes résidents viennent s'installer ici pour y développer des start-up dans l'intelligence artificielle. La principauté n'est pourtant pas une île dans un monde sous haute tension géopolitique avec la guerre en Ukraine et à Gaza. Pour la première fois depuis 40 ans, un président français est venu en visite d'État en principauté pour réaffirmer son soutien. La France est à vos côtés et elle le sera toujours. Emmanuel Macron a reconnu aussi le rôle déterminant et sincère de Monaco sur la question essentielle des océans. Et miracle monégasque, en cette année 2025 où Monaco était capitale mondiale du sport, une succession de victoires sportives nous a fait vibrer. Plusieurs champions se sont révélés et ont hissé les couleurs rouge et blanc au plus haut niveau mondial. Et nous avons également été témoins d'actes de courage et de détermination inattendus qui donnent confiance dans l'avenir de la jeunesse monégasque. À travers 4 grands entretiens, nous vous proposons ce soir de revenir ensemble et d'analyser avec le recul les faits marquants de cette année 2025 inédite. Merci Didier Guillaume. L'histoire de notre pays ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Le gouvernement a répondu à beaucoup de questions qui ont été soulevées par le Conseil national. C'est un petit peu comme dans toute nouvelle relation, finalement, il faut apprendre à communiquer. Alors apprenons à faire des lois pour tous. Bonsoir Thomas Brezzo. Cette année 2025 a débuté par la disparition brutale du ministre d'État Didier Guillaume. Vous entendiez plutôt bien, vous appréciez son style? Oui, c'était, je pense même, aujourd'hui je peux le dire, même l'affirmer, devenu un ami. En réalité, en peu de temps, il y a des gens qui traversent notre vie sans laisser de traces, et puis il y a des gens qu'on rencontre sur une très courte période et pourtant vous marque à jamais et fait partie de ces personnes-là en tout cas. Parce que Didier Guillaume, c'était une méthode, c'était un style et c'était surtout un franc-parler. Ancien ministre de l'Agriculture en France, grand amateur de rugby, le Drômois Didier Guillaume est arrivé lancé en principauté. Bien préparé, au fait des sujets sensibles, il a cherché à imposer son style direct d'entrée de jeu. Oui, alors il pourra m'arriver de taper vraiment du poing sur la table. Là, c'était une mise en jambe, si je puis m'exprimer ainsi. Considéré comme un travailleur inépuisable par ses anciens collaborateurs, Didier Guillaume a voulu apporter de la méthode et du professionnalisme dans des dossiers comme le centre de traitement des déchets ou l'audiovisuel public. J'ai saisi dès mon arrivée l'ensemble des services concernés afin d'analyser sans tarder toutes les options. Toutes les options. Sans parti pris, sans subjectivité, en toute objectivité. Il y aura une nouvelle télé publique indépendante avec un conseil d'administration, un conseil stratégique de professionnels, un contrat d'objectifs de moyens pour fixer les orientations, un budget, la possibilité de prélever de la publicité. Il y aura une seule chaîne qui sera une chaîne performante, professionnelle. Mais Didier Guillaume, loué pour ses qualités humaines, n'a dirigé le gouvernement monégasque que 4 mois à peine, avant d'être emporté par la maladie en janvier 2025.
Nous avons tous l'image de lui, regard clair et visage décidé. Vous avez toujours vu vaste, Didier, toujours rêvé haut. Et le chagrin qui aujourd'hui étreint deux peuples est à la hauteur de ce que vous étiez. Homme d'attachement, homme d'engagement, ami de fidélité. Passionné, Didier Guillaume l'était. Il savait faire partager ses passions, mais il savait aussi parfaitement dompter sa force intérieure au service de son intelligence et de son intuition politique. Merci Didier Guillaume. Thomas Brezzo, Didier Guillaume, c'était véritablement un ministre d'État avec un profil politique. Tout à fait, on peut pas bien plus que moi d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a un franc-parler énorme, avec son accent en plus qui chante, c'est toujours ce côté sympathique avec l'accent du sud-ouest. Mais pourtant, arriver à dire je vais taper du poing sur la table, avec le recul, c'était pas crédible. Mais sur le moment, effectivement, c'est ces petits coups de pression qu'il savait mettre quand il fallait, mais toujours après, derrière, arriver à discuter dans la rondeur, dans l'écoute, dans le respect, qui permettait finalement d'arriver à trouver des solutions pragmatiques. Au final, je me rends compte que la politique, en réalité, c'est ça, c'est trouver des solutions simples à des problèmes qui peuvent être compliqués. Quand vous dites, avec le recul, c'était pas crédible, alors l'action de Didier Guillaume s'est étendue sur 4 mois à peine, mais malgré tout avec un rythme soutenu, déterminé, et il donnait des dates, quand même, il s'engageait. Tout à fait. Alors, pas crédible, parce qu'effectivement, après, en le connaissant un peu mieux, on savait que c'était un vrai nounours. Au final, hein, puisque d'avoir pu connaître sa famille, son épouse, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, d'un côté, était très ferme, très franc, mais qui vous regardait dans les yeux et qui, d'une poignée de main, arrivait à vous convaincre, parce que c'était quelqu'un qui vivait ces sujets, comme je peux le vivre moi aussi. Alors c'est vrai qu'on aurait pu craindre une explosion l'un contre l'autre à un moment donné, parce qu'on veut que le président du Conseil national et le ministre d'État soient dans un affrontement, ce qui n'est pas le cas. Et la preuve en est, c'est qu'en 4 mois, on a fait avancer les dossiers bien plus que certains de ses prédécesseurs en plusieurs années. Alors c'est Isabelle Béraud-Amadei qui a assuré l'intérim au ministère d'État. Et après ce bon démarrage, Didier Guillaume, vous attendiez, vous espériez un ministre d'État avec un profil politique. Et c'est finalement un juriste, Philippe Métou, qui a été nommé pour devenir ministre d'État. Ancien procureur en Bourgogne et conseiller de plusieurs ministres français, Philippe Métou était directeur juridique de la SNCF lorsqu'il a été nommé chef du gouvernement du Prince. Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, le 22 juin 2025, le futur ministre d'État a voulu montrer que les difficultés affectant Monaco ne l'effrayaient pas. J'aime les défis. Je me suis préparé et je me suis appliqué, par-delà les stéréotypes communément diffusés, à bien approfondir ma connaissance de l'identité de l'État monégasque. Ce sera un travail à plein temps, délicat, complexe, exigeant. Mais je suis disposé à m'y engager sans réserve au service du prince. 4 jours plus tard, coup de théâtre. Philippe Métou renonce à prendre ses fonctions sur le Rocher à travers des communiqués de presse adressés à l'AFP. Des forces négatives et contraires sont d'ores et déjà à l'œuvre pour faire perdurer les pratiques archaïques du passé. Philippe Métou va jusqu'à évoquer des forces locales obscures à l'œuvre en principauté. Alors que Monaco traverse des crises à répétition qui lui sont très préjudiciables et que la lutte contre la corruption et le blanchissement doit être intensifiée avec sérieux et résolution. Le dernier communiqué de cet ancien responsable de la conformité faisant bien état de blanchissement et non de blanchiment. Voilà, Philippe Métou qui souhaitait s'ériger en monsieur nouvelle crédibilité. Finalement, il a remis un sou dans la machine sur la mauvaise réputation de la principauté avec, on va dire, des communications un peu mélodramatiques. Oui, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein, donc, il aurait mieux fait descendre du train, venir s'expliquer et en face, plutôt que de poursuivre son chemin comme il l'a fait. Je pense que c'est bien que finalement, il ait pris cette décision pour la principauté. Alors, vous, Thomas Brezzo, finalement, vous êtes au cœur de l'État quand Philippe Métou évoque des forces locales obscures. Vous les constatez, vous les vivez au quotidien? Vous savez de quoi il parle? Honnêtement, non. Honnêtement, je
il y a des mots qui sont balancés comme ça. Pourquoi ne pas s'expliquer? C'est pas moi de m'expliquer à sa place. En tout cas, moi, je ne les constate pas. Ou alors, finalement, c'est juste que plus on monte et on atteint les sommets, plus l'oxygène est rare. Il était juste peut-être pas fait pour ça. Voilà, sans mauvais jeu de mots non plus. D'accord, très bien. Et finalement, c'est le directeur de cabinet de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui a été nommé au poste de ministre d'État, Christophe Mirman, qui arrive auréolé d'une solide réputation de sérieux. Mon rôle, sous l'orientation du souverain, c'est de porter la parole du gouvernement, de permettre à celui-ci de travailler de façon collégiale, pour permettre d'avoir une vision également transversale de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la principauté. C'est de pouvoir incarner les orientations que le prince souverain souhaite fixer pour la principauté et de pouvoir les décliner à l'échelle du territoire monégasque. Là, clairement, Thomas Brezzo, le prince Albert II, avec cette nomination, a renoué avec la tradition des préfets au ministère d'État. Alors, c'est un style totalement différent de Didier Guillaume, mais au risque de vous surprendre, j'y retrouve certaines similitudes. Notamment dans la loyauté vis-à-vis de son gouvernement qu'il protège sans cesse, en tout cas pour ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un d'honnête, de franc, qui a un franc-parler, qui nous dit les choses et qui n'a pas peur de dire les choses et de reconnaître les erreurs qui ont été commises par le gouvernement. Et je pense que c'est tout à son honneur. Je pense qu'on n'est pas... Reconnaître ses erreurs, c'est pas une faiblesse. Au contraire, je pense que c'est une marque d'intelligence. Et en tout cas, je la retrouve bien chez et ça, vous tenez ces propos même en sortant d'intenses débats sur le prochain budget. Tout à fait. Parce qu'on a toujours tendance, et vous l'évoquiez à l'instant, à penser qu'il y a un antagonisme quasi naturel entre chien et chat, des deux côtés de la rue, place de la Visitation, entre le Conseil national et le gouvernement. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est du tout. Mais en tout cas, c'est pas moi ce que je constate et c'est pas. Alors oui, forcément, chacun défend ses positions, mais c'est aussi ce que j'ai fait dans mon métier d'origine, avocat. Pour autant, comme quand on sort dans une salle d'audience, quand on sort de l'hémicycle, c'est pas pour autant qu'on ne se respecte pas. Et c'est un devoir de nous entendre. Donc finalement, le côté chien et chat, comme vous évoquez, c'est oui, parce qu'on va argumenter, on va débattre. Mais ce n'est pas pour autant que le débat n'est pas sain. Tant qu'on nous dit la vérité, tant qu'on est transparent avec nous, tant qu'on assume ses responsabilités, il n'y a pas de raison qu'on soit finalement chien-chat. C'est un débat d'idées duquel on doit sortir avec un consensus. On n'a pas le choix, les institutions, la Constitution fait que ce consensus est obligatoire, que ce soit sur les lois de budget, que ce soit sur les lois en général, ou également sur la ratification des traités. Et en juillet 2025, le 20e anniversaire de l'avènement du prince souverain qui est intervenu dans un contexte compliqué, donc après le renoncement de Philippe Métou, avec des gardes à vue d'anciens hauts responsables du palais et de la justice, avec une série d'articles négatifs dans la presse française et internationale, avec la Commission européenne qui a placé la principauté parmi les pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Alors lorsqu'on est en difficulté, en règle générale, on peut compter sur le secours de la Croix-Rouge, mais au gala de la Croix-Rouge, le soutien qu'a reçu le prince était aussi fort qu'inattendu. If tonight I speak, it's because it's a very special day. This 12th of July marks the exact 20th anniversary of your accession. Monseigneur Albert, you know that I'm always by your side, along with the Monegasques. We are standing with you, with all our hearts, to protect Monaco and its future. Under your leadership, we love you, we support you, and we thank you for always being there for us. Thomas Brezzo, vous étiez présent dans la salle des étoiles au Sporting. Elle a beaucoup surpris la princesse Charlène avec cette intervention. Totalement. Moi, j'ai vu arriver le couple princier, on le voit, on est dans la salle avant leur arrivée, puis on les voit tous les deux descendre de leur véhicule sur les écrans, on les voit marcher, et puis se diriger vers la salle des Palmiers où ils vont traditionnellement le temps que l'ensemble des convives arrivent au Sporting. Et puis quelques minutes après, on voit arriver le souverain et la famille princière, mais j'observe, je dis tiens, la princesse n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de regarder un petit peu à droite, à gauche, et puis quelques minutes après, il y a ce rideau qui s'ouvre sur la scène, et là on voit la princesse et waouh, qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Princesse Charlène qui a été
beaucoup plus présente en 2025 qu'auparavant. Tout à fait, elle a quand même essuyé des soucis de santé relativement importants. Et puis il y a quand même aussi un nouveau rôle à jouer qu'elle doit maîtriser. La barrière de la langue à ses débuts, aujourd'hui c'est pour la côtoyer de plus en plus régulièrement. C'est quelqu'un qui s'exprime en français, qui comprend très bien le français, même si elle n'ose peut-être pas dans certains événements, mais c'est tout à son honneur. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui m'a approché pour prendre connaissance, pour savoir connaître les institutions dans leur ensemble, pour avoir connaissance des pouvoirs du Conseil national. Qu'est-ce qu'était le Conseil national? Quel était le rôle du Conseil national, le rôle du président? Alors vous le disiez, vous êtes co-législateur, pour autant vous ne bénéficiez pas du droit d'initiative législatif. En mai 2025, le Conseil national a adopté très largement une proposition de loi visant à dépénaliser intégralement l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG en principauté, le début d'une très forte séquence politique dans un pays où le catholicisme est religion d'État. Je vous demanderai bien de vouloir lever la main pour ceux qui votent en faveur de cette proposition de loi. Monsieur Palmaro, Mesdames Hugonnet-Grisoul, Aurélia... 19 voix pour et 2 contre. Les élus des Monégasques ont adopté en mai 2025 une proposition de loi autorisant l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Cet article unique et cette proposition de loi sont adoptés. Je vous remercie. Le gouvernement du Prince disposait de 6 mois pour transformer ou non cette proposition en projet de loi, alors que la religion catholique, apostolique et romaine est gravée dans la Constitution. L'archevêque Monseigneur David a qualifié cette question de grave, considérant qu'une telle réforme serait un changement de société et un point de non-retour pouvant nuire au maintien de la cohésion nationale. Dans les dernières années, l'IVG a connu d'importantes évolutions à Monaco, avec la possibilité d'avorter pour des raisons médicales ou à la suite d'un viol, ainsi qu'avec la dépénalisation partielle de l'IVG. Compte tenu de ces éléments, et garant de l'identité et du statut singulier du pays, le prince a lui-même pris la parole et assumé le refus de donner suite à la proposition de loi. La principauté reste, avec Malte et la Pologne, l'un des derniers pays à ne pas avoir légalisé l'avortement en Europe. Voilà, Thomas Brezzo, c'est un dossier compliqué, sensible, qui a généré beaucoup d'émotions à Monaco. Alors d'un côté, il y avait l'opinion publique et le prince a dû trancher parce que de l'autre, il y avait l'histoire, l'identité du pays, la constitution, la religion d'État. Finalement, le prince a vraiment pris ses responsabilités. Tout à fait. Au même titre que le Conseil national, au final. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la balance entre d'un côté le représentant des Monégasques et de l'autre côté le pouvoir exécutif, donc le souverain et son gouvernement. Pour moi, c'est une fierté d'avoir fait ça. C'est une fierté d'avoir déposé ce projet de loi, cette proposition de loi, parce que ça démontre tout l'aspect démocratique de la principauté de Monaco. C'est pas parce qu'on est opposé sur certaines idées, parce que c'est certains principes qui reposent même sur notre constitution, sur notre texte fondateur. On peut parler de la religion d'État, mais aussi on peut parler de l'article 23 de la liberté des cultes. Vous êtes appuyé sur une consultation de la population monégasque à 80%. Les sondés disaient qu'ils étaient favorables à cette dépénalisation intégrale de l'IVG. Vous pensiez que ça pouvait passer ? Tout à fait. D'un point de vue strictement juridique. Effectivement, cette balance entre d'un côté l'article 9 de la Constitution, qui instaure la religion catholique, apostolique et romaine comme religion d'État, et l'article 23 qui prévoit la liberté des cultes. La liberté des cultes et surtout une interdiction de prohiber toute action ou inaction du fait de la religion. Il y a un débat, et c'est un débat juridique finalement, que nous avons eu avec le souverain, qui a arbitré et qui est parfaitement dans son rôle, qui était dans celui du co-législateur et d'interrompre le processus législatif en mettant fin à cette proposition de loi. Pour autant, chacun a rempli son rôle de chaque côté du pouvoir, et pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Pour l'état de droit, justement, ça montre que ça fonctionne. Et nos institutions sont bien faites, même si, in fine, nous n'avons pas obtenu gain de cause sur ce sujet. Merci Thomas Brezzo, président du Conseil national, d'avoir été notre invité pour ce volet institutionnel de cette émission. Alors, justement, vous votez le budget 2025, ça a été vraiment une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle d'un point de vue économique. C'est le reflet de la bonne santé de la principauté de Monaco de ce point de vue-là. Nous avons eu des recettes exceptionnelles qui ont été réalisées grâce à la vente notamment des appartements construits sur Maréterra, donc à des prix importants, et qui sont le reflet justement de notre santé financière et économique. Merci Thomas Brezzo. Le volet économie à présent. C'est en 2025 que les nouveaux résidents ont pris leur quartier à Maréterra.
Un projet immobilier hors norme qui a permis à la principauté de grignoter 6 hectares sur la mer, soit 3% de territoire supplémentaire. L'équivalent d'un département si l'on compare à la France. Mais il y a 10 ans, construire dans une zone où il y avait jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce n'était pas gagné d'avance. C'était un projet il y avait beaucoup de risques. Je rappelle qu'il n'y avait pas de banque, que ça a été financé sur fonds propres. Je veux dire, il fallait, en 2015, il fallait être un peu fou pour mettre un centime là-dedans. On a subi une tempête centennale lorsqu'on avait posé le deuxième caisson. Et le troisième caisson était en train de se promener dans les eaux territoriales monégasques parce que la France ne voulait pas prendre le risque d'avoir ce caisson pendant la tempête, pour pas qu'il s'échoue quelque part. Je ne vous cache pas, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Aujourd'hui, le responsable de ce chantier titanesque peut dormir tranquille. Maréterra aurait déjà rapporté plus de 1,2 milliard d'euros aux caisses de l'État. Il y a deux types de retombées économiques. Il y a les retombées indirectes et directes. Directes, c'est-à-dire qu'on parle de TVA, de SULT et de droits d'enregistrement. Cela, ça représente à peu près 10% de toutes les recettes de l'État sur la durée du projet de Maréterra, c'est-à-dire sur 9 ans. Après, les retombées indirectes, c'est les retombées sociales, par exemple. On comptabilise 11 millions d'heures de main-d'œuvre sur la période et 1,6 million d'heures d'encadrement, qui représente plusieurs centaines de millions de cotisations pour la sécurité sociale de Monaco. L'immobilier n'est pas la seule source de recettes. Le secteur de l'hôtellerie-restauration reste plus que jamais un pilier de l'économie monégasque. En 2025, les chiffres de la Société des Bains de Mer sont à l'image de ses décorations de Noël, étincelants. Sur les 6 premiers mois de notre exercice, donc en 2025, les résultats sont tout à fait exceptionnels puisque nous avons progressé de 10% en chiffre d'affaires, de 12% en revenus opérationnels, c'est-à-dire en profit. On atteint donc sur 6 mois 550 millions environ de chiffre d'affaires et plus de 100 millions de résultats. Ce sont les meilleurs résultats depuis très longtemps pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que tous nos secteurs progressent. L'hôtellerie, 13% de progression du chiffre d'affaires, mais aussi les casinos à plus 6%. Il y a 10 ans, le produit intérieur brut de Monaco était de 5 milliards d'euros. Cette année, il a franchi la barre des 10 milliards. Bonsoir Pierre-André Chiappori. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre des Finances et de l'Économie de la Principauté. Alors vous êtes un ministre heureux parce qu'en 2025, on a appris que le taux de croissance de la Principauté pour 2024 était de 8,8%. C'est colossal, c'est 8 fois plus que notre grand pays ami et voisin, la France. Absolument. On vient de passer le seuil des 10 milliards d'euros de PIB. Je pense que Monaco a été le pays avec le taux de croissance réel le plus élevé au monde, ce qui est totalement exceptionnel. Alors, cette remarque doit être, sinon relativée, du moins mise en perspective, parce que Monaco est une petite économie. Donc, les tendances positives sont souvent fortes. Ça peut se traduire par des fluctuations plus accentuées. Enfin, pour le moment, les feux sont au vert. Votre tableau de bord, c'est difficile quand même avec vos indicateurs, parce qu'on se souvient que le budget primitif pour 2025 affichait des prévisions de 88 millions. Or, à l'arrivée, c'est 86 millions d'excédents. Absolument. Alors, comment ça se fait, ça ? Bonne question, c'est une question qu'on... Est-ce que vous avez la réponse ? Souvent, oui. Oui. Alors, il y a deux choses. Premièrement, mon devoir, et je dirais notre devoir, parce que ces chiffres viennent du travail de mes équipes, et je peux vous dire que mes équipes sont formées de grands professionnels. Mais je considère que le devoir d'un budgétaire, parce qu'en tant que ministre des Finances, je suis aussi ministre du Budget, c'est avant tout la prudence. Donc, tant qu'à faire à se tromper, je préfère me tromper du côté du pessimisme. Cela étant, là, l'erreur est relativement grande. C'est essentiellement lié au programme Maréterra, mais la fin du programme Maréterra, nous l'envisagions plutôt du point de vue du PIB, donc du point de vue des chiffres, en 2024, et en fait... 2025 a été une année excellente du point de vue des recettes enregistrées par le programme Maréterra.
Donc en fait, en gros, c'est la TVA immobilière largement sur Maréterra qui explique la différence. D'accord. Le Conseil national, quand il vous en parle, il se dit « Ah non, c'est le gouvernement qui, on va dire, voit à chaque fois les excédents, ou en tout cas les chiffres à la baisse, parce qu'ils ont peur qu'on soit trop dépensier. » Quelque part, d'abord, ce n'est pas totalement faux, et je dirais que quelque part, c'est un peu notre rôle. On a vu dans d'autres pays que je ne nommerai pas les problèmes qui peuvent survenir quand on se trompe dans l'autre sens, surtout quand on se trompe systématiquement dans l'autre sens et qu'on se sent obligé de faire des prévisions trop optimistes. Cela étant, dans ce cas particulier, c'est une erreur qui était ponctuelle. Je pense que les prévisions que nous avons faites, par exemple, sur 2026, sont beaucoup plus réalistes. Il est clair que la manne dont on a bénéficié grâce au programme Maréterra, elle va s'arrêter. Et c'est une très bonne chose. Enfin, ce programme a été, comme on l'a dit, c'était un pari assez osé au départ. Rétrospectivement, ça a été une très très belle opération pour l'économie monégasque en général et donc pour les recettes de l'État. Cette manne est derrière nous, donc ça veut dire une baisse, je dirais, mécanique des recettes de l'ordre de 200 millions par an, c'est-à-dire 10% du budget. Mais nous l'avons prévu, nous sommes en mesure de la voir venir. Nous allons adapter notre stratégie de dépenses, en particulier d'investissement. Et ce qui est important, c'est que nous pouvons lisser ce choc grâce au fonds de réserve. En tout cas, cette manne de Maréterra est derrière nous, ça c'est vous qui le dites, oui. Et les principaux acteurs économiques, ou en tout cas immobiliers en principauté, ils voudraient connaître la suite. Si la livraison de Maréterra a constitué une aubaine pour les caisses de l'État, la fin du chantier pourrait constituer un trou à remblayer. Je pense que la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe après Maréterra pour Monaco ? Sur les 6 premiers mois de notre exercice, donc en 2025, l'immobilier a plus 5%, même si là nous sommes maintenant un peu saturés et donc il faut pour progresser encore maintenant de nouveaux projets que je suis en train de discuter avec le gouvernement princier, j'espère bientôt, pour annoncer de très beaux et prestigieux projets immobiliers pour l'entreprise. Maréterra et les dernières promotions de la SBM ont permis d'attirer des dizaines de nouvelles familles à la recherche d'un logement spacieux avec vue et prestations haut de gamme. L'époque où des retraités fortunés cherchaient un simple refuge fiscal appartient au passé. À leur place, une génération de jeunes entrepreneurs ultra-mobiles s'installe ici. Parmi eux, Mathias et Antonella, en provenance de Buenos Aires. Ils étaient à la recherche d'un lieu sûr pour leur enfant et pro-business pour lancer leur entreprise dans l'intelligence artificielle. On avait regardé les États-Unis, bien sûr pour la partie technologique, mais aussi en Europe, on avait regardé Paris, on avait regardé la Suisse, un petit peu l'Italie, mais c'est vrai que pour nous, rapidement, on s'est rendu compte que Monaco était l'endroit le plus intéressant pour la famille et pour pouvoir entreprendre et continuer et commencer une activité. On peut rencontrer des personnes dans le gouvernement qui sont justement en train de travailler sur les mêmes thèmes que nous et l'accès est direct et rapide. Il ne faut pas beaucoup d'espace pour développer l'IA. Maintenant, c'est le moment clé pour développer l'IA et Monaco, c'est l'endroit parfait. Alors, mon rêve, c'est de faire grandir Cala Digital à Monaco. Ce qu'on vend est très aligné avec les valeurs de Monaco dans le sens où on vend de la sécurité, de la confidentialité des données, confidentialité des modèles. Monaco, c'était un choix très facile à faire parce que c'est un endroit unique en Europe. Et c'est sûr, c'est international. Et aussi, il y a un écosystème économique et aussi technologique très dynamique. Et pour nous, ça fait la différence parce qu'on a la famille, mais aussi on est entrepreneur. Alors, c'est ça. Alors, Monsieur le Ministre, d'abord, cette question de Guy-Thomas Lévy-Soussan, qu'est-ce qui se passe après Maréterra ? Alors, d'une part, l'un des gros moteurs de la croissance des dernières années, c'est-à-dire l'investissement immobilier, en particulier sur le programme privé Maréterra, va s'éteindre. Nous y sommes préparés. L'immobilier va continuer à fonctionner en principauté. Stéphane Valéry a notamment fait allusion à un certain nombre de projets pour la SBM. Il y a des projets privés, il y a des projets publics. Il y a un plan national du logement qui suppose la construction de logements pour les Monégasques au cours des années à venir.
Mais le point sur lequel je voudrais insister, et ça, je pense que votre reportage était très bien fait là-dessus, il y a une vieille illusion sur Monaco qui est la richesse de Monaco, c'est les jeux. En gros, pour vous donner une idée, les jeux doivent rapporter bon an, mal an, une trentaine de millions sur un budget qui fait presque 100 fois plus. Alors, les jeux sont... On n'est plus à la fin du 19e siècle. Non, on n'est plus à la fin du 19e. La deuxième idée préconçue qui est plus réaliste, c'est la richesse de Monaco, c'est avant tout l'immobilier. Cela étant, si on décompose le PIB monégasque, là, le secteur qui contribue le plus au PIB monégasque, c'est un secteur qui s'appelle activités techniques, scientifiques et de support. Le deuxième, c'est la finance et l'assurance. Et la construction n'arrive qu'en troisième position. Donc le PIB monégasque est extrêmement diversifié. Et en particulier, les activités tertiaires jouent déjà un rôle absolument majeur dans le PIB monégasque. Et je pense qu'elles sont amenées à jouer un rôle encore plus important dans le futur. J'ai particulièrement aimé le dernier reportage. C'est un peu le rêve du ministre des Finances que je suis, mais je dirais aussi du gouvernement. Mon rêve, c'est que Monaco devienne l'un des endroits possibles pour tout créateur de richesse, mais aussi créateur de contenu, créateur de valeur. Ça peut être des industriels, ça peut être des gens travaillant dans l'informatique, dans le tertiaire, ça peut être des gens travaillant dans la finance, mais ça peut être des artistes, ça peut être des compositeurs, etc. J'aimerais bien que quand un créateur a envie de se déplacer, on sait que les créateurs sont mobiles, et qu'il considère les endroits dans le monde où il pourrait venir, j'aimerais beaucoup que Monaco soit sur la carte. Est-ce que vous croyez, quels sont les secteurs porteurs d'avenir pour vous ? L'intelligence artificielle, ça ne nécessite pas beaucoup de place ? Alors, le critère effectivement central, c'est, je dirais, la valeur ajoutée par mètre carré. C'est-à-dire, notre problème, c'est que la taille de la principauté fait que nous ne pouvons pas accueillir des projets qui demandent une grande surface. Alors, d'un autre côté, je suis très prudent lorsqu'il s'agit pour l'État de définir ce que seront les secteurs du futur, simplement parce que je pense que c'est quelque chose qu'un État ne sait pas faire. Et je ne parle pas spécialement de l'État monégasque. L'État peut créer les conditions. L'État peut créer des conditions. Je suis sceptique sur le fait que l'État ait une politique industrielle active visant à développer certains secteurs qui ont été sélectionnés en amont. Moi, je crois beaucoup à la créativité des individus, des entreprises. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'un créateur, quel que soit son domaine, se sente bien à Monaco. Et pourtant, il y a eu un risque réputationnel dernièrement avec l'inscription de la principauté sur la liste grise du GAFI et ensuite automatiquement sur la liste des pays jugés à haut risque de la Commission européenne. Quel a été finalement l'impact ? Il y a eu beaucoup d'émotions autour de cette liste. Quel a été, en 2025, l'impact de l'inscription de cette liste ? D'abord, je voudrais vous remercier pour deux mots que vous avez utilisés. Vous avez dit la liste des pays à haut risque. Ce qui est la dénomination exacte, parce que j'ai lu dans certaines publications, y compris des publications qu'on croyait plus sérieuses, la notion de liste noire européenne, qui est quelque chose qui n'existe pas. Et par ailleurs, vous avez dit automatiquement, ce qui était vraiment la logique de la situation, c'est-à-dire que les règles européennes sont telles qu'en pratique, la liste des pays à risque, telle que définie par l'Union européenne, reprend la liste des pays liste grise, alors là, celle-là est vraiment grise, du GAFI, à l'exception des pays de l'Union européenne qui ne peuvent pas figurer sur la liste de l'Union européenne. Alors, effectivement, il y avait une certaine inquiétude au départ, parce que personne ne savait exactement quelles seraient les conséquences. Il n'y a pas eu de fuite de capitaux ? On n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est ça qui était très frappant. Non seulement il n'y a pas eu de fuite de capitaux. Alors, enfin, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y ait pas eu des investisseurs qui aient décidé de quitter Monaco, mais quand on regarde globalement qui sont les chiffres dont nous disposons, non seulement les capitaux n'ont pas diminué, mais ils ont augmenté. Ils ont continué à augmenter pratiquement au même rythme qu'avant. Donc les montants des capitaux gérés par les établissements financiers de la principauté ont augmenté. Continue à croître et continue à croître pratiquement au même rythme. Alors, ça ne veut pas dire que si la situation de la liste grise venait à se prolonger sur le long terme, les conséquences, en particulier en termes d'image de la principauté, ne soient pas plus gênantes. Est-ce que vous pensez que dans cette histoire, Monaco a finalement juste été victime de son image, de sa réputation ?
je ne vais certainement pas prêter des intentions néfastes aux GAFI. C'est vrai que l'image de Monaco est très ambiguë. Il y avait une citation de Somerset Maugham qui disait « sunny place for shady people », une place ensoleillée pour des gens de l'ombre. D'ailleurs, il ne parlait pas de Monaco, il parlait de la Côte d'Azur en général, c'est dans un de ses romans. Mais c'est quelque chose qu'on sort souvent en parlant de Monaco. Alors ça, c'est plus du tout vrai. En fait, maintenant, quand vous regardez la réalité des contrôles qui existent à Monaco, nous sommes certainement au niveau et probablement au-dessus de la quasi-totalité des pays européens. Mais alors, finalement, vous, en tant que ministre des Finances et de l'économie de la Principauté, vous essayez de la jouer profil bas, avec des chiffres pareils, avec un PIB au-delà de la barre des 10 milliards, avec un taux de croissance de 8,8% au niveau international. Est-ce qu'il faut... Pas nécessairement. Non. L'important, c'est l'impression de stabilité et de sécurité financière. Cette idée que nous avons une constitution, nous avons un système politique stable, nous avons une sécurité physique, ça tout le monde le sait. Et finalement, nous avons un secteur public qui est bien géré, qui arrive à dégager un excédent, malgré un effort considérable en termes de logement des Monégasques. Monaco est quand même un pays dans lequel près de 70% des nationaux sont logés par l'administration, dans des locaux appartenant à l'administration. Presque une utopie communiste. Presque. Sauf que notre budget ne représente qu'un quart du PIB. Merci Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'économie de la Principauté. Donc on l'a compris, sur le plan international, l'important pour Monaco, c'est de dégager une image de stabilité et de continuité. Rien de tel qu'une visite de chef d'État étranger pour renforcer l'image de stabilité et de continuité de la Principauté. Cela faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu de la part d'un président français de visite d'État, soit la plus haute forme de contact diplomatique. Un geste d'amitié à un moment difficile. Bien sûr qu'il était difficile, puisqu'on est dans le contexte de la liste grise de Gafi. Donc la preuve d'amitié que pouvait donner le président de la République française, c'était de venir dans un contexte adverse, ce qu'il a fait. Français et monégasques vivent, travaillent et entreprennent ensemble, dans une proximité qui illustre la force d'une véritable communauté de destin. Vous avez précédé les autres leaders mondiaux dans votre combat pour la protection des océans qui vous a mené à la tribune des Nations Unies depuis 1993, puis à la COP 21 à Paris en 2015. La planète, c'est la planète bleue. 70% de la planète, c'est l'océan mondial. Et il se trouve que 70% de ces 70% d'océans n'appartiennent à personne. C'est un Far West incroyable. On peut donc y opérer des opérations complètement illégales, la surpêche, toutes sortes d'activités qu'il fallait réguler. Ces dernières années, le prince a poussé sans relâche pour faire avancer les négociations internationales sur le traité sur la haute mer, en mobilisant ses partenaires à l'image de l'ancien secrétaire d'État américain, John Kerry. Monaco a été le premier État d'Europe et de Méditerranée à ratifier le traité international pour la protection de la haute mer. Et c'est en septembre 2025, à New York, que le nombre de pays nécessaire a été atteint pour que cet accord puisse entrer en vigueur. Au bout de 20 ans de négociations, les États membres de l'ONU se mettent d'accord pour pouvoir réguler cette zone. Donc c'est un moment historique, c'est surtout l'aboutissement aussi d'un engagement personnel du prince de Monaco. Il n'y a donc pas de petits pays, il n'y a que des pays qui choisissent de grands combats. Vous en êtes. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous êtes la ministre des Relations extérieures et de la coopération. 40 ans ont séparé les deux visites d'État, celle de François Mitterrand en 1984, de celle d'Emmanuel Macron en 2025. 1984, Mitterrand, c'était la reconnaissance des eaux territoriales monégasque. 2025, c'était aussi une reconnaissance, celle du rôle de Monaco et du prince de Monaco dans la protection des océans. Le président Macron a souligné, à juste titre, je dirais, l'importance de l'engagement de Son Altesse Sérénissime, le prince souverain, dans la protection de l'environnement en général et des océans en particulier.
Je crois qu'il convient de rappeler à cet égard le fait que la communauté internationale avait adopté en 2023 le traité sur la haute mer, sur la conservation et le développement durable de la biodiversité marine en haute mer. Et sous l'impulsion du prince souverain, la principauté a été le premier État européen et méditerranéen à ratifier ce traité. C'était une volonté ferme du prince de ratifier rapidement ce traité très important, puisqu'il pose une gouvernance fondée sur la science et la protection de la haute mer. Il permet également d'instaurer des aires marines protégées en haute mer dans le but d'arriver à une protection des océans de 30% à l'aune 2030. Donc véritablement, c'est une façon aussi de souligner tout cet engagement qui est de longue date, j'allais dire, au-delà de l'investissement du souverain, mais aussi de la dynastie Grimaldi et en particulier du prince Albert Ier. Donc, visite importante du président Macron sous les auspices des océans. Alors à l'époque, Isabelle Béraud-Amadei, vous étiez ministre d'État par intérim. C'est intéressant ce que dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de petits pays, il n'y a que des pays qui choisissent de grands combats. Monaco peut faire la différence sur des sujets majeurs ? Oui, Monaco peut faire la différence sur de tels sujets. Le prince le démontre. Il agit, il intervient, que ce soit dans les instances internationales ou bien dans ses rendez-vous bilatéraux qu'il peut avoir, sur cette problématique qui intéresse tout le monde finalement, puisque les océans, c'est un peu le poumon de la Terre, même pour les pays qui n'ont pas de façade maritime. Donc Monaco a véritablement un rôle. Et ce rôle-là, il est reconnu en dehors de nos frontières, parce que parfois on peut avoir un effet loupe grossissant, parce que nous, à Monaco, les médias monégasques, on parle de nous, on parle de ce qu'on fait, on parle de ce que le prince fait. Mais vous observez quand vous parlez avec vos homologues, avec vos interlocuteurs à l'étranger, que c'est concret, c'est du sérieux ? Alors je l'observe régulièrement. Le prince souverain, si je puis dire, est notre meilleur ambassadeur, notamment sur cette thématique. Il a une voix qui porte, il a une voix qui est reconnue. Et j'étais avec lui à la COP Climat à Belém. Il suffit de voir le nombre de chefs d'État, mais pas seulement des chefs d'État, des gens de la société civile qui le connaissent, qui le reconnaissent et qui viennent le féliciter pour les actions qu'il mène en faveur de la protection de l'environnement et des océans. Alors justement, c'était en juin, les dirigeants du monde, un très grand nombre de personnalités internationales se sont donné rendez-vous à Monaco dans le cadre du BEF, le Blue Economy and Finance Forum. Les présidents français, brésiliens, costaricains ou encore le prince William, ainsi que 1800 entrepreneurs, investisseurs et fondations originaires de 100 pays se sont réunis à Monaco en juin 2025 dans le cadre du Forum de la finance et de l'économie bleue. I call on all of you to think big in your actions. Une consécration pour le prince Albert II, qui poursuit l'action du prince Albert Ier, père fondateur de l'océanographie. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour mon trisaïeul, le prince Albert Ier. Il y a 150 ans, il fut l'un des premiers chefs d'État au monde à alerter sur la nécessité de changer notre regard sur les mers et d'inventer avec elles et pour elles un autre mode de développement. Albert Ier avait dédié sa vie à l'établissement de ponts entre les nations. Voilà la communauté internationale réunie à Monaco. Objectif de ce forum, réconcilier écologie et économie. On a eu 70 ans de mobilisation des scientifiques qui nous alertaient, en nous faisant peur parfois ou en moralisant le débat, sur les écueils vers lesquels nous nous tournions, les challenges, que ce soit climatiques, que ce soit de perte de biodiversité sur terre et en mer, et que ce soit sur la montée des pollutions, notamment plastiques. Ça n'a pas fonctionné depuis 70 ans. La moralisation du débat, penser à nos enfants, à nos petits-enfants, ça n'a pas plus fonctionné que ça, il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce qui nous reste ? Et ça peut paraître un peu cynique, mais le langage universel qui est celui de faire de l'argent. Et je crois, et c'est en tout cas tous les efforts que nous avons accomplis à la Fondation, qu'on peut réconcilier l'écologie et l'économie. Lors de ce Blue Economy and Finance Forum, il y a des sessions de pitch réunissant des investisseurs et des entrepreneurs afin de financer des projets bons à la fois pour l'économie et les océans.
C'est intéressant, Isabelle Béraud-Amadei. L'idée, c'est que Monaco veut faire bouger les lignes. Il faut être concret. Il faut être concret et je crois que nous l'avons été. Oui. Là encore, l'impulsion du souverain à travers sa fondation a été essentielle et fondamentale. Nous avons réussi à Monaco à attirer 1800 participants, 6 chefs d'État, 150 experts de 100 pays différents qui sont tous venus en amont de l'UNOC pour échanger justement sur la finance bleue durable. Des engagements concrets, des promesses de subventions de 8,7 milliards d'euros de promesses, d'euros supplémentaires d'ici à 2030 pour investir, à la fois privé et public, pour investir dans des projets concrets. On reprend ce terme-là. Il y a une société qui s'appelle Bound for Blue et c'est une société qui s'attaque à la transition écologique dans le domaine du shipping, le transport maritime, parce que c'est énorme, c'est plus de 80% du transport mondial des biens et marchandises, ça se fait à travers le shipping. Eh bien, cette société, elle équipe des cargos avec des voiles verticales. C'est un investissement somme toute assez limité qui ne prend pas trop de temps, donc ça ne mobilise pas les cargos et ça permet de générer entre 12 et 15% d'économie d'énergie. Alors c'est bénéfique pour l'armateur et puis aussi en termes d'impact sur l'environnement, c'est disponible immédiatement. Donc là c'est vraiment le win-win. C'est un bon exemple de l'économie bleue et finalement ce qu'on voit c'est que le prince Albert II qui évoquait son trisaïeul Albert Ier, le grand humaniste, mais on a envie de dire qu'aujourd'hui les grandes idées humanistes malheureusement ça ne marche pas toujours et donc il faut être concret. Et donc là, le prince Albert II, c'est un homme de son temps, il passe à l'action. Il passe à l'action et en même temps, il s'inscrit dans cette dynastie de princes protecteurs des océans. Vous parliez de concret, ce qui démontre bien qu'on peut arriver à trouver un équilibre entre les activités économiques et la protection des océans par des solutions telles que vous les avez citées. Alors voilà pour le volet océan, un domaine dans lequel la principauté est reconnue sur le plan international. Alors concrètement, dans un monde en tension géopolitique, évidemment en Ukraine, à Gaza, que peut faire un pays comme Monaco, 2 km² sans armée, sur Gaza en particulier. Monaco a suivi le mouvement sur la reconnaissance de la Palestine. C'était une initiative franco-saoudienne à l'ONU. Aujourd'hui, nous voulons réaffirmer notre soutien indéfectible à l'existence d'Israël. Et nous voulons aussi reconnaître à la Palestine la qualité d'État en droit international, ce que je fais devant vous. Voilà, donc Monaco a reconnu la Palestine. Concrètement, Isabelle Béraud-Amadei, quelle est la position de Monaco sur ce dossier ? Eh bien, vous l'avez dit, Yann Anthony, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, et à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite, le prince est monté à la tribune de l'ONU pour reconnaître à la Palestine la qualité d'État en droit international. La position de Monaco, elle a toujours été claire. Elle soutient la cohabitation de deux droits que l'on considère indissociables. Le droit pour Israël à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues, et le droit du peuple palestinien à avoir un État souverain, viable et démocratique. Donc, la position de Monaco, c'est de soutenir toute initiative qui vise à la paix au Moyen-Orient, à travers une solution à deux États, avec deux États qui vivent côte à côte, dans le respect et la dignité. Évidemment, toujours un dossier sensible où Monaco a suivi cette initiative de la France et de l'Arabie saoudite et les États-Unis, Israël, l'Italie, l'Allemagne, ce n'était pas le cas. Mais alors, dans un contexte de réarmement, quand on voit que l'Europe, tout autour de nous, tout le monde se réarme, quand on voit que la Chine, la Russie, évidemment, et que des hauts responsables comme Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, qui aujourd'hui est le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles, lorsqu'il dit qu'il faut, je le cite, nous préparer à une guerre d'ampleur comparable à celle qu'ont connue nos grands-parents. Que peut faire Monaco, un petit pays sans armée ? La partition que peut jouer Monaco et que Monaco s'est engagé à jouer sous l'autorité du prince, c'est en effet de participer à la stabilité en faisant sa part de travail sur la lutte anti-blanchiment. Un des sujets du blanchiment, c'est le risque de contournement des sanctions, c'est le risque d'accueillir parfois des
personnalités qui peuvent être toxiques dans les relations internationales. C'est le risque de se prêter, sans l'avoir voulu, à des circuits de financement qui permettent d'aider des gens à faire des trafics ou bien de biens double usage ou de contourner des sanctions économiques. Et c'est pour ça que la question du blanchiment, la question des sanctions, en fait a pris un tour aigu. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle est politique. Elle n'est pas politique simplement parce qu'il n'y aurait pas d'équité dans le traitement des pays, elle est devenue politique parce qu'il y a la guerre en Europe. Cette question de la lutte contre le blanchiment, avec le rapport Moneyval, la liste grise du GAFI, elle prend maintenant une dimension politique, notamment dans le cadre de cet environnement conflictuel ? Oui, bien sûr, mais c'est un des aspects, et vous le savez, la principauté ne ménage pas ses efforts donc pour déployer des mesures qui visent à lutter contre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Mais au-delà de cela, on est dans une situation d'instabilité avec une compétition stratégique entre les grandes puissances, avec la multiplication des conflits, avec la présence et l'accentuation de menaces nucléaires et technologiques. L'Europe se réarme, vous l'avez dit, et l'Europe tend vers une autonomie militaire. Et la principauté, la sécurité de la principauté est intrinsèquement liée à la sécurité européenne. Donc nous suivons bien évidemment tous les développements qui ont lieu actuellement, les discussions notamment s'agissant de la paix en Ukraine. Ce qui est intéressant finalement dans ce contexte, c'est que Monaco dispose d'un traité d'amitié avec la France qui nous protège comme son propre territoire. C'est encore plus fort que le traité de l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN, qui garantit une obligation d'assistance mutuelle. Dès qu'un État est attaqué, les autres doivent intervenir. Là, la France considère que Monaco, c'est comme son territoire. Tout à fait, et c'est pour cela que ces relations très fortes et très étroites que nous entretenons avec la France sont si importantes pour nous. Le fait qu'il y ait des échanges de visites d'État entre la France et Monaco, ça ouvre la voie à d'autres visites d'État et visites officielles avec d'autres pays ? Monaco entretient des relations étroites avec de nombreux pays, donc 165 pays, 16 ambassadeurs accrédités à l'étranger, un ambassadeur cette année qui est accrédité auprès d'un 29e État, les Émirats arabes unis. C'est intéressant, ça c'est Evelyne Genta qui a été accréditée récemment auprès des Émirats arabes unis. Ça c'est quoi ? C'est une nouvelle ouverture sur les pays du Golfe ? Exactement, c'est dans le cadre d'une réflexion que nous avons menée sur le développement du réseau diplomatique de la Principauté. Les pays du Golfe sont des pays très importants en matière économique notamment, et les Émirats arabes unis sont un pays stable économiquement, un vrai terreau d'innovation et d'entrepreneuriat. Et donc nous avons estimé, le prince a estimé que dans le cadre de ce développement du réseau diplomatique, l'accréditation d'un ambassadeur aux Émirats arabes unis permettra donc de renforcer, de développer des pistes de collaboration dans différents domaines avec ce nouveau pays. Clairement, quand vous évoquiez à l'instant que Monaco entretenait des relations diplomatiques avec 165 pays, pour nos 2 km², ça veut dire quoi ? Qu'on boxe dans une catégorie nettement supérieure à notre poids et notre taille ? Ça veut dire que nous avons toute notre place dans l'environnement international et que pour nous, c'est très important justement de pouvoir avoir ces liens avec tous ces pays avec lesquels, encore une fois, et j'insiste, nous entretenons d'excellentes relations. Merci Isabelle Béraud-Amadei. Je rappelle que vous êtes la ministre en charge des relations extérieures et de la coopération. C'est à notre invité suivant, le boxeur Hugo Micallef. Que ce soit à cheval, sur roue, dans l'eau ou sur l'eau, les sportifs monégasques ont hissé les couleurs rouge et blanc au sommet en cette année 2025. Lors de la prestigieuse Admirals Cup, considérée comme le championnat du monde des clubs, Pierre Casiraghi s'est imposé avec son équipe à bord du Jolt 6 au terme d'une bataille intense entre la côte sud de l'Angleterre et Fastnet Rock, îlot du sud-ouest de l'Irlande, une zone redoutée par les marins les plus aguerris. Such a harsh competition behind us. It's fantastic for our club history, but also I'm thinking about all the Monégasques that have been following the race.
Alors que la victoire semblait acquise à Brandon McNulty, le cycliste monégasque Victor Langelotti a réalisé un final de folie pour enlever la 6e étape du Tour de Pologne. Premier cycliste du Rocher à s'imposer sur le circuit World Tour, le coureur Ineos a endossé le maillot jaune de leader en Pologne. Après 2 heures, 7 minutes et 55 secondes d'effort, la monégasque Lisa Pou s'est assurée une place sur le podium au championnat du monde du 10 km en eau libre. La toute première médaille mondiale pour Monaco en natation. Avec son cheval Action Man, un Hongre de 11 ans, la jeune cavalière Anastasia Nielsen est devenue au Longines Global Champions Tour de Rabat la première représentante de Monaco à s'imposer dans un Grand Prix 5 étoiles après avoir été championne d'Europe junior 2 ans plus tôt. I had no expectations, just to do my best. This is what dreams are made of. Et bien sûr, la sensation de l'année, avec sa performance exceptionnelle au Master de Shanghai, où il est sorti des qualifications avant de remporter le titre, Valentin Vachereau a été reconnu percé de l'année 2025 par les ATP Awards. Voilà pour cette galerie de champions monégasques. Bonsoir Hugo Mikalev. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes notre champion de boxe. Vous êtes dans les super légers. C'est moins de 63,5 kilos. Exactement. C'est ça. Ouais. Et vous avez signé il n'y a pas très longtemps, vous êtes professionnel de boxe et vous avez signé avec Top Rank, qui est le must. Hein. Oui, la promotion la plus prisée, la plus connue dans la boxe professionnelle depuis maintenant des années. Ils ont eu Mike Tyson, alors à l'époque de Mike Tyson, ils ont eu Mohamed Ali aussi, ils ont eu Floyd Mayweather plus récemment. Ça, vous imaginiez dans vos rêves les plus fous, en tant que jeune monégasque, un jour signer avec le même promoteur que Mike Tyson? Oui. Ah oui, d'accord. Non, oui, parce que je ne vais pas vous mentir, moi depuis que je suis tout petit, et c'est exactement les mots que vous venez de dénoncer, j'imaginais ça. C'est-à-dire que j'ai commencé la boxe, je me suis toujours tout de suite projeté, j'ai toujours été très positif, mon entourage aussi l'a été, donc ça m'a aidé. Mais j'ai toujours imaginé qu'un jour, j'arriverais à signer professionnel et je serais avec une promotion américaine. Je l'ai même toujours dit à mes parents, à mon père et à ma mère, si vous voulez le vérifier, vous pouvez leur demander parce qu'ils sont conscients de ça, que depuis que je suis tout petit, j'imagine... Moi, je vous crois sur parole, voilà. Hugo, hein, je vous crois sur parole. J'imagine. Après, bon, évidemment, c'est une imagination d'enfant de 9-10 ans. Donc, dans votre tête, vous vous projetiez, vous imaginiez cette signature? Je l'ai projetée, je l'imaginais, exactement. Ensuite, il fallait la concrétiser. Le fait que vous soyez monégasque dans le milieu dans lequel vous évoluez, c'est compliqué ou pas dans la boxe quand on arrive et qu'on est le monégasque? Oui, c'est un peu un bug dans la matrice. Moi, je m'en rends compte depuis toujours. C'est ce que j'ai dit en conférence de presse avant le combat. Depuis toujours, on ne croit pas en moi. À l'extérieur, quand je me déplace et que je vais boxer, on se dit « mais Monaco, il n'y a jamais eu de boxeur, qui sait, etc. » Donc oui, c'est vraiment bizarre pour les gens en général. Là, votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? Mon objectif, c'est d'être champion du monde. Ah, vous ne parlez pas de rêve, c'est objectif. Oui. D'accord, les rêves, c'est quand vous étiez enfant. Exactement. Maintenant, c'est les objectifs, vous êtes professionnel. Exactement. Et votre promoteur, Top Rank, il veut miser sur vous? Il veut faire de Monaco une place mondiale de la boxe? Ils se disent, Hugo Mikalev, c'est une graine de champion, c'est le Fresh Prince of Monaco? Exactement, c'est eux qui m'ont donné ce surnom. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai accepté. Mais eux, oui, mis sur moi. Pour le Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith. Exactement. En fait, ils ont fait le pont entre les États-Unis, d'où ils viennent eux, et le Monaco. Donc Fresh Prince of Bel-Air, Fresh Prince of Monaco, voilà. D'accord. Quand vous voyez ce reportage avec cette accumulation de champions monégasques, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas ce qui se passe, que ce soit la natation, que ce soit la voile, que ce soit le vélo, le tennis. D'ailleurs, Valentin Vachereau, Charles Leclerc ou même Antoine Zegdar, vous étiez tous ensemble au collège Charles III. Exactement ce que j'allais dire, oui. Alors Valentin, on était dans la même classe pendant 2 ans d'affilée, je crois. Très bon collègue de classe. Ouais. On a beaucoup rigolé, très, très bon gars. Charles, c'est un de mes meilleurs amis. Charles Leclerc, un de mes meilleurs amis. On a un petit groupe d'amis et depuis le collège, on se connaît. Et maintenant, là, je vais fêter Noël avec lui, par exemple, lui et mes amis.
tous ensemble, et chaque fois qu'on peut, que je suis sur Monaco, on se rejoint. Antoine Zegdar, je le connais de vue réellement, je ne le connais pas en tant que personne, mais je le connais de vue du collège. Donc médaillé olympique, on ne l'a pas évoqué dans le reportage parce que c'était en 2024, c'était pour les JO, médaillé olympique pour le rugby à 7. Et déjà, quand vous étiez sur les bancs du collège, vous détectiez ça, le fait que vous étiez entouré de champions? Ça, vous vous reconnaissez entre vous? Il est vrai qu'avec Valentin, on était deux collègues de classe finalement du collège Charles III classique, donc on ne parlait pas tout le temps de sport, mais c'est ça qui nous a rapprochés. Ça vous a surpris qu'il remporte le Masters 1000 de Shanghai? Alors, ça serait mentir de dire que ça ne m'a pas surpris, non pas parce que je doute de ses capacités, au contraire, mais c'est juste que je ne suis pas tant le tennis que ça. Donc j'ai été surpris juste de me dire « Waouh, un collègue de classe à ce niveau-là, génial !» quoi. Et après, bon, j'ai vu que c'était Valentin, je me suis dit « Bon, bah oui, depuis toujours, il en parle, sûrement comme lui doit se dire ou lui se dira de moi, qu'il en parle depuis toujours, et voilà quoi. Donc lui, en tout cas, c'est génial ce qu'il a fait, et bravo à lui vraiment. Bon, lui, il a réussi à aller au bout cette année. Vous, vous avez tenté, vous avez pris un gros risque en vous mesurant au champion d'Europe, donc de la catégorie super léger, l'Irlandais Sean McComb. C'était dans la salle du Sporting, donc la salle des étoiles. Ça ne s'est pas passé comme vous vouliez? Ça ne s'est pas passé comme je voulais, comme on voulait, mais en réalité, on voit ça vraiment comme, avec le recul, je dirais. Maintenant, quelques jours sont passés, on voit ça d'un œil très positif. C'est vrai qu'une défaite, ça ne fait pas plaisir. Ça touche même l'ego en tant que boxeur et en tant qu'être humain, je dirais. Mais bon, on voit ça d'un côté très positif. Moi, je suis très content personnellement d'avoir pris cette opportunité, ce risque. On pensait vraiment le battre. On s'est heurté à quelqu'un de très très bon, sur certains points du combat meilleur que moi, certains points de la boxe même meilleur que moi, sur les points sur lesquels je dois travailler. Mais, donc c'était en 10 rounds? Ouais. Ce qui est un peu plus long que ce que vous faites d'habitude? Oui. Ouais. On était prêts, on avait fait plusieurs 10 rounds, des dizaines de 10 rounds en réalité avant en sparring. J'étais prêt, voilà. Vous aviez des sparring partners, donc vous battiez avec d'autres boxeurs professionnels qui avaient un niveau très élevé et vous en sortiez bien. Bien sûr. Et donc, ce qui vous permettait de nourrir des espoirs pour ce combat-là? C'est vrai que son style était vraiment quelque chose qui m'a neutralisé le 6 décembre. Il n'y a aucun souci avec ça, je l'assume complètement. Il faut que je travaille là-dessus. Donc, c'est vraiment son style en particulier, c'est pas tant le niveau, même si son niveau était très élevé, j'enlève rien du tout à ça. C'est vraiment son style qui était compliqué pour moi. C'était quoi son style? C'est un style, au final, très amateur, très boxe olympique. Alors, amateur, c'est très péjoratif. Je dirais boxe olympique. Ouais. Mais voilà, c'est compliqué pour moi. Je sais que je dois travailler là-dessus. C'est quoi la différence entre l'amateur olympique et le professionnel? En fait, les boxeurs professionnels, en général, on est plus posé sur le ring. Il y a peut-être moins d'échanges. Les coups sont plus impactants et il y a moins de débit de coups. Lui, il a un débit de coups assez élevé et surtout beaucoup de mouvements. Les boxeurs professionnels, on essaie de se calmer. On sait qu'on a beaucoup de rounds à faire. Donc, on étire le combat le plus possible. On se déplace le moins possible, entre guillemets. C'est plus intelligent, les placements. Lui, il fait beaucoup de déplacements, beaucoup de sautillements, comme un boxeur olympique qui a 3 rounds, en fait. Mais lui, il est capable de faire ça sur 10 rounds. Donc c'est pour ça, c'est là où est sa qualité et c'est là où il est compliqué. D'accord. Mais alors, vous, là où vous avez bluffé quand même pas mal de monde, vous êtes retrouvé 2 fois au tapis, mais une fois après avoir pris un coup dans le foie, et normalement, on ne s'en relève pas. Et vous êtes relevé. C'est les pires douleurs. Ça m'était déjà arrivé en sparring, hein, pas officiellement, mais en sparring, en backstage, ça m'était déjà arrivé, évidemment, comme tous les boxeurs. Et en fait, c'est vraiment le pire coup, les KO à la tête ou quoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Là, ça fait vraiment très très mal. J'ai dû poser le genou à terre volontairement parce que la douleur était insoutenable. Je savais que si je reprenais un coup, c'était terminé. Donc j'ai posé le genou à terre stratégiquement, je dirais, pour me reprendre. Puis en fait, les 3 rounds qu'on suivi, je crois, ça a été très très compliqué parce que j'avais mal en permanence. On essaie de s'intéresser à ce phénomène de tous ces champions monégasques. Vous jouiez, pardon, c'est pas un jeu, vous combattiez à domicile. En attendant, on entendait surtout les Irlandais dans la salle, qui font peut-être plus de bruit que les monégasques. Mais on connaît les hooligans et fans irlandais et anglais, ils sont professionnels dans le hooliganisme.
Donc moi, je ne m'attendais pas à autre chose. J'avais beaucoup de supporters monégasques, mais évidemment, on n'a pas la même culture. Et donc, leur culture est d'hurler et même de boire beaucoup d'alcool. Ils ont beaucoup bu d'alcool à ce moment-là. On les a vus en bas du ring. Alors que le monégasque est très raisonnable. Et plus raisonnable, du moins. Mais il y avait un monégasque qui vous soutenait en particulier, c'était le prince. Oui. Est-ce que vous sentiez la présence et les encouragements du prince ce soir-là? Complètement. Moi, monseigneur m'a appelé avant le combat. J'ai eu une conversation avec lui. Puis ensuite, pendant le combat, quand je suis monté sur le ring pour la présentation des boxeurs et avant que le premier gong sonne, je le voyais, il était en face de moi, il me regardait, il me faisait des signes de tête, je lui ai fait un signe de tête. Et après le combat, j'ai pu avoir un entretien avec lui aussi. Ça compte pour vous? Quand vous montez sur le ring, vous pensez à ça? Ou bien vous êtes complètement dans votre bulle, vous ne pensez qu'à votre adversaire et à vous? La fatalité, j'ai toujours dit que je suis dans ma bulle et que je pense à rien. Il est vrai que ce combat, précisément, quand je suis monté sur le ring, vu qu'il était vraiment en face de moi, je parle de Monseigneur, il était en face de moi, il y a eu un eye contact et ça m'a pas sorti du combat, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il était là et ça m'a fait prendre conscience que lui, l'essence de Monaco était là. Quoi. Donc, oui, et que vous aviez une responsabilité, le drapeau rouge et blanc sur les épaules. Exactement, et même sur le short. Justement, pour les gens qui vous découvrent peut-être ce soir, là on évoque une défaite, mais avant ça, vous étiez à 11 victoires, 3 KO. Là, c'est... Bon, c'est un genou à terre, mais vous allez repartir là. Oui, c'est un genou à terre, il n'y a aucun souci avec ça, mais on va repartir et on est sur une très très bonne lancée, donc c'est pas ça qui nous arrêtera. Cette rage, ce besoin de gagner, vous le sortez d'où? Ça, c'est une très bonne question. Ouais, mais vous n'avez pas la réponse? Je pense que oui, j'ai eu une enfance magnifique, donc je pense que ça ne vient pas de là. C'est vrai qu'il y a eu un événement qui a déclenché tout ça, dont l'agression de mon père quand j'étais petit, qui a fait que j'ai vu ça de mes yeux d'enfant de 7 ans. Donc vous aviez 7 ans, ouais. Vous étiez à Menton, et votre papa s'est fait tabasser par une bande de loupards. Exactement. Ouais. Bon, en réalité, parce qu'il regardera et parce que c'est la vérité, il ne s'est pas fait tabasser, mais il a voulu défendre son père, donc mon grand-père, qui était dans un problème avec des loupards. Et donc, ça a mal tourné pour lui, il était tout seul contre 6 loupards. C'est ça qui vous a donné cette rage, et vous vous êtes dit, moi, il faut que je sache me défendre. Il faut que je sache me défendre et que je sache défendre ma famille. À ce moment-là, c'est ce que je pensais. Du haut de mes 7 ans, je m'étais dit, waouh, il faut que je sois capable aussi de pouvoir y aller. Je ne pouvais pas y aller, du coup, je me suis mis à la boxe. Et maintenant, l'idée, c'est de défendre les couleurs monégasques. Exactement. Cette défaite, elle entame en rien, finalement, parce qu'on dit aussi que c'est dans la défaite qu'on apprend. J'y crois vraiment. Ça n'entame en rien votre objectif et non pas votre rêve de devenir champion du monde un jour? Ça n'entame en rien. J'y crois vraiment. La défaite apprend beaucoup. J'ai toujours... j'ai jamais aimé cette phrase parce que j'ai toujours pensé que c'est une phrase de loser. Quelle phrase? La phrase du la défaite, ça apprend, faut perdre pour gagner. Jamais aimé. L'essentiel, c'est de participer. Oui, non, alors ça, c'est la pire, ça. Non, jamais. Mais jamais aimé, mais il faut avouer, quand on est face à Vous n'avez vraiment pas l'esprit olympique, vous, alors vous êtes un professionnel, parce que Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Pierre de Coubertin, j'aime pas du tout, moi. Ah oui, non, c'est pas votre truc. Non, je pense qu'il faut évidemment travailler très dur, mais il faut gagner. Sinon, quel est le... Non. Donc oui, il faut gagner. Après, voilà, quand on est face à la défaite, il faut savoir aussi faire preuve d'humilité. Et donc, je reconnais que cette phrase, au final, n'a pas tant de défauts que ça. C'est vrai que j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup appris lors de ce combat et on le verra lors du prochain combat. Puis toujours, en réalité, je fais face aux choses, que ce soit dans les victoires. Évidemment, c'est plus facile, mais comme dans les défaites. Mais je ne parle pas que de la boxe. En général, dans la vie, je pense que c'est important d'avoir une colonne vertébrale et d'être capable d'encaisser les coups. En général. Et donc, du coup, je fais face dans la défaite comme un homme. Monaco, please welcome the Fresh Prince of Monaco, Hugo
Voilà pour ce passage en revue des faits marquants de 2025 pour nous permettre de tirer des leçons de cette année riche en enseignements. Malgré les turbulences et les questions hautement sensibles à traiter, les institutions ont chacune joué tout leur rôle. L'économie a surperformé avec un PIB franchissant la barre historique des 10 milliards d'euros. La principauté s'est affirmée sur le plan international en voyant sa souveraineté et son rôle déterminant en faveur des océans reconnus. Et nos champions se sont illustrés sur tous les terrains du monde, y compris dans des sports durs qui nécessitent un mental d'acier comme la natation ou le cyclisme. L'année 2025 a paru mouvementée, agitée même, mais avec le recul, les principaux indicateurs sont au vert. Après le bilan, les perspectives, nous vous donnons rendez-vous début 2026 pour scruter l'horizon et passer en revue et anticiper ensemble les grands dossiers qui nous attendent dans l'année à venir. Joyeuses fêtes sur Monaco Info.